Bonsoir et merci d'être à votre rendez-vous de la santé. Ce soir dans Santé d'abord, l'endométriose, une maladie gynécologique peu connue mais très présente au sein de la gente féminine. Vous découvrirez également l'endométriose et nous, une association à l'écoute des femmes souffrantes de cette affection. Dans la rubrique On est en forme, un important rappel sur le déparasitage de l'enfant retiendra notre attention. Quand on parle de déparasitage, c'est le fait d'administrer des médicaments contre les vers intestinaux qui parasitent les enfants. Alors, les parasitoses chez l'enfant, ça s'attrape dans la nature, d'accord, sur les sols infestés, l'eau de boisson contaminée, dans les villages, des fois, des enfants qui n'ont pas accès à de l'eau potable, l'eau des lacs, des rivières, qui n'est pas correctement bouillie ou désinfectée grâce à de l'eau de javel, des aliments mal protégés. Tout ça, ce sont des sources de contamination de l'enfant. C'est une maladie fréquente, c'est même un problème de santé publique. C'est pour ça que le déparasitage systématique est recommandé chez les enfants en zone où la prévalence est très élevée, comme dans nos pays tropicaux. Un enfant parasité peut présenter 3 principaux signes. C'est d'abord un enfant qui ne grandit pas bien parce que les vers intestinaux empêchent l'absorption des nutriments au niveau de l'intestin. Les vers intestinaux provoquent également des petits saignements au niveau de la muqueuse intestinale qui causent l'anémie chez ces enfants. À côté de ça, ils peuvent présenter des signes digestifs comme de la diarrhée, des vomissements ou des douleurs abdominales. Mais dans la moitié des cas, les enfants ne présentent aucun signe. L'oxyure peut causer ces grattements au niveau de l'anus et dont on dispose d'un traitement. Donc quand l'enfant présente ces signes, il faut lui faire un prélèvement spécifique, rechercher le parasite et mettre le traitement approprié. Le déparasitage systématique, la recommandation de l'OMS, c'est de l'albendazole ou du mébendazole. Donc les doses varient en fonction de l'âge. La fréquence recommandée, elle est annuelle ou biannuelle, c'est-à-dire tous les 6 mois ou une fois par an. Dans certaines circonstances, on peut le faire tous les 3 mois. La recommandation officielle, c'est à partir de 12 mois. Mais déjà dans nos contrées où on a une forte prévalence des parasitoses, dès l'âge de 9 mois, quand l'enfant commence à aller à 4 pattes, à porter ses mains sales à sa bouche tout le temps, on peut administrer la première dose de déparasitage à l'enfant. Quand les enfants mangent du sable, c'est la géophagie. C'est un signe qui peut être lié à une carence en fer. Donc, étant donné que la plupart des parasitoses entraînent une carence en fer, donc une anémie, nos mamans font le lien en disant un enfant qui mange du sable est forcément parasité et il donne des déparasitants. Ce n'est pas prouvé, mais quand un enfant mange du sable, il faut consulter, le faire examiner, faire des analyses si besoin est et peut-être penser à le déparasiter aussi par la même occasion. Principal conseil, il faut éviter que les enfants soient parasités par les vers en assainissant le milieu, une hygiène du milieu, un milieu propre, protéger la nourriture qu'on donne aux enfants, veiller à leur hygiène corporelle, prendre soin de leur apprendre à se laver correctement les mains. Et c'est surtout ça la prévention. On sort des toilettes, on ne se lave pas les mains, on touche des aliments qu'on met à la bouche, on va attraper des parasites. Donc, quand on s'occupe d'un enfant, avant de l'alimenter, il faut se laver les mains. On lui a changé sa couche, il faut se laver les mains. Une femme sur 10 souffre d'endométriose selon les spécialistes de la santé féminine. Une affection peu connue de certains d'entre nous. L'endométriose est une maladie parfois invalidante qui peut troubler le bien-être quotidien des femmes touchées par cette affection. Ce soir, nous allons explorer l'endométriose et ses effets sur-indiqués. L'endométriose et nous, une association qui se bat au quotidien pour donner sourire et soulagement aux femmes qui souffrent de cette affection. Comment opère-t-elle sur le terrain? Vous aurez des informations également sur cette association au cours de cette émission. Installez-vous confortablement car notre invité de ce soir a beaucoup d'informations pour nous. Et
pour entrer dans le vif de ce sujet, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Dr Jean-Claude Koulani. Il est gynécologue et obstétricien. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une fois encore sur le plateau de santé d'abord. C'est tout un plaisir pour moi et je dirais un devoir de venir ici, de parler de l'endométriose. Merci de venir parler encore une fois de la santé féminine. Que savez-vous de l'endométriose? Nous avons posé cette question à la population. Voici quelques réponses recueillies par Rita Wassi pour vous. Franchement, je vais vous dire la vérité, je n'en ai pas encore attendu. Endométriose. Endométriose. Je ne savais pas de quoi il s'agit. L'endométriose. Là, j'ignore un peu. En ce temps, j'avais suivi une mission sur ça, mais j'ai oublié un peu. Je ne peux pas vous donner quelque chose un peu plus précis sur ça. Bon, je n'ai aucune idée sur l'endométriose. Nous voici une fois encore sur ce plateau pour parler de la santé de la femme, pour parler encore endométriose, histoire de sensibiliser davantage la population sur cette affection. La plupart de ceux que nous avons interviewés n'ont pas pu nous dire grand-chose sur cette maladie. Vous l'avez dit à l'entame que c'est quand même une femme sur 10 qui en souffre et beaucoup d'impact dans leur vie, beaucoup de souffrances autour d'elle, dans la famille, dans le cercle professionnel. Et donc, je pense qu'il faut en parler. Et je crois que c'est parce que la maladie même s'entend difficilement. Ce n'est pas qu'une condition médicale. Hein. C'est aussi, comme le dit mon patron, c'est un mal aussi à dire. On n'arrive pas à énoncer facilement. Peut-être c'est ce qui fait que l'endométriose se retient difficilement. Mais c'est aussi le fait que quand on parle de l'endométriose, ça se rapporte à la féminité, à l'intimité de la femme, à ses menstruations. Donc, je crois que tous ces facteurs font que l'endométriose reste encore. Et quand vous ouvrez nos livres de médecine et que vous ouvrez les premières pages qui parlent de l'endométriose, on vous cite des adjectifs qui sont quand même, pour le commun, des termes qui sont quand même repoussants. Énigmatique, ça paraît donc inaccessible. Mais bon, je ne suis pas là ce soir pour faire peur, mais c'est plutôt pour dire que malgré les difficultés qu'il y a à cerner la pathologie, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses se font, et il y a beaucoup d'évolutions sur la question. Et il est donc tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'on n'ignore plus l'existence de cette pathologie, qu'on en parle. C'est donc le slogan de l'association qui va venir. Il faut qu'on en parle parce qu'une femme sur 10 en souffre. Parlons-en ce soir de l'endométriose et dites-nous qu'est-ce que c'est concrètement. Il faut comprendre tout simplement que c'est une maladie liée aux menstruations, liée aux règles. Si vous voulez bien, on va aller au tableau et ici, ça sera plus simple à comprendre. Pour comprendre l'endométriose, il faut se rappeler ce qu'est l'appareil génital de la femme. L'appareil génital de la femme, on se souvient tous de ce schéma-là, qui présente ici au milieu, cette boîte-là, c'est l'utérus. Et les prolongements que vous avez de chaque côté, ici, c'est la trompe, qui s'ouvre sur une boule qui est l'ovaire. L'ovaire contient des ovules. Mais l'ovaire, je voudrais qu'on retienne, est un organe qui donne des hormones, qui donne une substance qui fait que tous les mois, l'organisme de la femme, à partir de la puberté, fonctionne comme si la femme devrait tomber enceinte. Donc, tous les mois, l'intérieur de l'utérus, la partie blanche, pousse, se prépare, dresse un tapis qui permet de recevoir le bébé. Et donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de grossesse, l'organisme est au courant qu'il n'y a pas de grossesse. Ce qui a été préparé pour recevoir le bébé semble être ancien. L'organisme dit non, je dois renouveler. Et donc, cette partie tombe et c'est ça qui constitue les règles. Alors, pour sortir, l'utérus, qui est un muscle, se contracte.
pour chasser le sang. Donc le sang a une issue par le bas, le col, puis par le vagin, et donc le sang s'écoule. Et la femme perçoit qu'elle a des règles, qu'elle est en train de, comme on dit, de passer ses règles. Il y a quelque chose de silencieux qui se déroule, qui est complètement ignoré par la femme, étant donné qu'il y a aussi des orifices par les trompes, une partie du sang, donc reflue par les trompes, passe dedans. Pour des femmes qui ont des trompes qui ne sont pas bouchées, et le sang donc va ressortir par le bout des trompes, ici. Et où? C'est où? C'est dans le ventre. Dans l'abdomen. Dans l'abdomen. Ce sang-là n'a pas d'issue. Ce sang, ce n'est pas sa destinée. Le sang est censé sortir. Donc ce sang qui se retrouve ailleurs que dans l'utérus, ailleurs que sortir dans le vagin, se trouve être un élément étranger. Et l'organisme, s'il ne sait pas digérer ce sang-là, ce sang devient un problème. D'où l'endométriose. Donc pour certaines femmes, il y a un déficit du système de nettoyage du sang qui est tombé dans l'abdomen. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le sang est remonté, c'est remonté avec des petits bouts de ça qu'on appelle l'endomètre. Et l'endomètre se fixant ailleurs, au prochain cycle, étant donné que les ovaires ne continuent pas à fonctionner et vont refaire le processus que j'ai dit, préparer l'arrivée d'une grossesse, lorsque les hormones vont tomber sur cette partie, les hormones tombent aussi sur la partie qui est restée dans le ventre. Et qu'est-ce qui va se passer? La partie là aussi qui est égarée va se multiplier, se préparer, tout comme si elle aussi, elle allait recevoir une grossesse. Et s'il n'y a pas de grossesse, il y aura encore des menstruations. Mais cette fois-ci, la menstruation n'a pas d'issue. Ça se produit dans le ventre. C'est ainsi donc que la femme fabrique des règles prochainement en dehors de l'utérus et tous les mois, ce sera ainsi. Tous les mois, ce sera ainsi. L'accumulation donc de ce sang qui ne sort pas va créer un processus normal de réaction de l'organisme qu'on appelle l'inflammation. C'est un peu comme si un corps étranger tombe dans votre œil. Vous allez voir que l'œil va rougir, larmoyer, se gonfler. C'est la même chose. Donc, le ventre va commencer par rougir, se gonfler, devenir douloureux. D'où les symptômes de la maladie. Mais vous savez aussi, quand on dit rougir, s'inflammer, larmoyer, c'est aussi comme une plaie finalement. Et vous savez, quand deux organes sont collés l'un à l'autre et que la surface est comme une plaie, quand ils restent là collés, finalement, ça devient une fusion. Ça va aussi entraîner toutes les conséquences qu'on connaît de l'endométriose. Donc, pour faire simple, endométriose égale une femme qui a ses règles en dehors de l'utérus. Merci beaucoup, Dr Koulani, pour toutes ces belles explications. On comprend simplement que l'endométriose, c'est les règles en dehors de la cavité utérine. Oui, c'est ça. Je suis d'accord? Je suis correct? Sauf qu'on peut ajouter que ces femmes qui ont l'endométriose ont apparemment un endomètre spécial qui résiste au système de nettoyage. Et c'est pour ça donc la maladie se développe. Sinon, toutes les femmes, on peut imaginer, puisque chez toutes les femmes, il y a un reflux de sang, toutes les femmes devraient avoir l'endométriose. Donc, on pense, et ce serait peut-être génétique, ce serait peut-être des causes, comme on dit, immunologiques. Justement, qu'est-ce qui peut expliquer l'endométriose? Le primum movens, pour qu'il y ait endométriose, il faut qu'on accepte donc cette façon que le sang passe dans le ventre. Maintenant, ce qui favorise, c'est chez certaines femmes, elles ont des systèmes de déséquilibre qu'on appelle immunitaires qui ne permettent pas au sang d'être nettoyé. On peut imaginer ces femmes qui ont peut-être trop de règles, c'est-à-dire la quantité de règles qui survient au moment donc, de la menstruation étant tellement abondante, donc le reflux de sang est abondant, donc le système de nettoyage est pris à défaut. Toutes les femmes
qui ont des utérus, qui ont un orifice du col un peu bouché, parce que c'est lié à une maladie, parce que c'est lié à une malformation, ces femmes-là aussi. Aujourd'hui, on peut citer toutes les situations qui font que les femmes saignent beaucoup. Peut-être qu'elles prennent des médicaments, peut-être qu'elles prennent des aliments. Il y a des aliments qui favorisent une forte production des règles. Notre environnement aujourd'hui, on est entouré de tout ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Toutes les situations qui vont favoriser une abondance des règles vont également favoriser une survenue de l'endométriose. Tout en sachant donc qu'il y a une prédisposition génétique, il y a une prédisposition immunologique. Je vais finir en disant que parfois, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de cause commune. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y a certaines femmes qui sont prédisposées à faire ou à avoir l'endométriose? Oui, comme je vous l'ai dit, là, c'est des facteurs femmes génétiques. Voilà, dans la famille, nous connaissons des femmes qu'on a reçues parce que sa sœur est venue en consultation quelques années auparavant et vous voyez c'est sa petite sœur qui arrive après et ça s'aligne. Et donc, certainement, on n'arrive pas encore à démontrer à 100% et pouvoir identifier le germe. Oui, de plus en plus quand même, on s'approche, mais on sait qu'il y a des facteurs génétiques. Ce sont ces maladies-là qu'on n'arrive pas encore bien cerner et qui font appel plutôt à plusieurs éléments pour pouvoir expliquer la maladie. C'est pas comme la drépanocytose, et c'est vite fait, on vous dit oui, c'est parce que papa est drépanocytaire, maman est drépanocytaire, bon, bébé est drépanocytaire. En tout cas, on espère que les recherches se poursuivent, vous y travaillez et on aura des réponses plus concrètes d'ici pas longtemps. Le symptôme, vous l'avez expliqué, le sang qui se retrouve ailleurs que dans l'endomètre, l'organisme réagit naturellement. C'est ça qui crée la douleur, n'est-ce pas? Oui, alors c'est ça qui crée l'inflammation. Le phénomène de réaction normale de l'organisme, c'est d'expulser ce qui n'est pas à sa place. Et ça crée un afflux d'autres cellules. Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais il y a des cellules qui viennent pour bouffer en fait ce sang qui n'est pas normal. L'arrivée du sang apporte donc ces cellules-là qui sont des cellules de guerre pour que l'organisme... Mais forcément, ça irrite les nerfs qui sont autour. C'est là aussi qu'il faut comprendre pourquoi cette maladie, au départ, qui semble être locale, qui semble créer une douleur localisée, après, la douleur devient une douleur quasi permanente. Parce que le fait que l'inflammation persiste, ça irrite les nerfs qui sont à côté, et à leur tour, mémorisent un peu la douleur, et finalement, c'est une douleur qui n'est pas toujours liée aux règles, c'est une douleur qui devient permanente. Celles qui sont dans l'endométriose vont vous le dire, et une douleur que plus rien n'arrive à soulager, parce que, en fait, ce n'est pas la douleur liée à un élément direct de ce jour, mais c'est parce que les nerfs ont en quelque sorte mémorisé la douleur. La douleur. Et docteur Kolani, une douleur permanente, est-ce à dire que le signe principal de l'endométriose, c'est la douleur? C'est ce que vous venez de nous expliquer. Parce qu'on nous dit le maître symptôme. Le maître symptôme de l'endométriose, c'est la douleur. Et quels sont les autres signes qui accompagnent cette affection? Le deuxième symptôme, c'est l'infertilité. Mais tout de suite, il faut dire que ce n'est pas... ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont l'endométriose soient infertiles. Non, ce n'est pas ça. Mais un des signes, c'est l'infertilité. La différence aussi, parce que ce soir, on risque de dire à la fin de mon émission que le docteur Kolani a dit que chaque fois qu'on a une douleur, c'est l'endométriose. Chez la femme, c'est l'endométriose. Non. Et la caractéristique donc, de la douleur de l'endométriose est le fait que cette douleur survient au moment des règles. Et là aussi, il faut faire une nuance. Pour ne pas confondre avec les règles douloureuses. Oui, la majorité, on va dire, des femmes qui ont des douleurs au moment des règles devraient penser qu'elles ont l'endométriose, mais ce n'est pas chaque fois que c'est l'endométriose. La douleur liée à l'endométriose se distingue, on va dire, des autres douleurs par le fait que c'est une douleur très intense. Une jeune fille qui commence par avoir les règles, c'est la jeune fille qui cesse d'aller à l'école au moment des règles. Ça, pour elle, on doit penser que c'est l'endométriose. On lui donne des cachets de paracétamol et que sais-je encore, la douleur ne se calme pas. Et quand on arrive à évaluer comme nous le faisons, on fait ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique.
On lui dit, si tu n'as pas mal, c'est 0. Quand tu as très très mal, c'est 10. Et on lui dit de situer sa douleur. Elle va vous dire, ma douleur, si elle a l'endométriose, au moins égale à 7. Donc, douleur au mois de règles, c'est vrai, ça peut être l'endométriose. Une douleur intense qui surviendrait dès le début des menstruations, qui empêche à la jeune fille d'aller à l'école, il faut commencer par penser à l'endométriose. Si elle résiste aux médicaments, il faut commencer par penser à l'endométriose. Et on n'en pense pas assez, il faut aller chercher. Il faut aller chercher, donc les médecins. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'endométriose, finalement, et aujourd'hui, c'est la lutte. On ne voudrait pas qu'on prenne beaucoup de temps. C'est ça, hein? Pour parler de l'endométriose, on ne veut pas qu'on prenne beaucoup de moyens pour parler de l'endométriose, étant donné que finalement, le signe principal étant donc la douleur, c'est cette douleur-là qu'il faut savoir scruter, qu'il faut savoir interroger les patients. La douleur de l'endométriose est donc une douleur au moment des règles, mais aussi une douleur qui peut être ressentie quand la patiente fait pipi, qui pisse, parce qu'il y a des lésions qui sont sur la vessie. C'est une douleur qui peut être ressentie au moment des règles parce que la patiente fait des selles, parce que la lésion s'est localisée au niveau du rectum. C'est des diarrhées, par exemple, parce que la lésion s'est localisée sur l'intestin. C'est une douleur qui, vous voyez, derrière l'utérus, sur le schéma, derrière l'utérus, c'est le fond du vagin aussi. Et quand la lésion se localise là-bas, au moment des rapports, la patiente a mal. Ce sont donc des douleurs au moment des rapports. C'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est douleur. Douleur, 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 douleur et douleur. Endométriose, tout est douleur. Jeanne souffre d'endométriose depuis plusieurs années. L'absence de signes palpables liés à sa maladie l'a accompagnée à une errance de diagnostic qui a entraîné malheureusement plusieurs complications de sa maladie. Quant à Sika, sa vie a chamboulé dès ses premières règles. Ses moments de menstruation sont devenus les moments de douleur atroces, comme nous le relate ici avec grand témoin son papa. Je découvre que je souffre de l'endométriose à l'âge de 31 ans. Après avoir fait plusieurs tours dans les hôpitaux, chez les gynécologues, chez plusieurs spécialistes pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à tomber enceinte. La grâce a voulu que un docteur porte mon problème à cœur. Pousse les réflexions un peu plus loin, il a fait plusieurs examens et c'est après tous ces examens qu'on découvre que je souffre d'une endométriose version asymptomatique. Le fait que cette maladie soit asymptomatique chez moi a fait que il a été très très difficile de déceler que je souffrais d'une endométriose et ça a endommagé mes ovaires, mes trompes et je peux même dire mon utérus. Ça a été très très difficile d'accueillir la nouvelle, mais avec la grâce de Dieu et l'aide des médecins, des frères et sœurs et des autres personnes qui m'entourent et surtout de mes sœurs qui souffrent de cette même maladie, ça m'a permis d'avancer. La grosse difficulté que je rencontre dans mon quotidien est de répondre chaque fois à cette question. Vous avez combien d'enfants? Tu as combien d'enfants aujourd'hui? Quand tu rencontres un vieil ami ou bien une personne qui ne te connaît pas, est-ce que vous avez des enfants? C'est la question qui me fait le plus mal. On fait l'effort de gérer et de dépasser ça. Oui, l'endométriose est une cause de stérilité. C'est difficile de vivre avec cette maladie. Peut-être on aurait découvert ça un peu plus tôt et on aurait pu sauver quelque chose. Moi, c'est ce que je me dis. Il est important qu'on en parle largement, qu'on fasse un tapage vraiment de proximité afin que nul n'ignore que cette maladie existe.
Je suis papa d'une fille qui souffre de l'endométriose depuis environ 7 ans. Ma fille s'est plainte des douleurs pour la première fois à ses 14 ans lors de ses menstrues. Aujourd'hui, elle a 21 ans et elle endure toujours les mêmes malaises, sinon plus intensement. Au début, on pensait à un fait banal comme les règles douloureuses. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est tout un autre phénomène dont les manifestations dépassent de loin les règles douloureuses. Pendant les malaises, qui durent environ 5 jours par mois, elle a les paumes des mains, les plantes des pieds qui s'enflent et endolories, des maux de bas-ventre atroces qui l'obligent à se plier en deux. Et c'est tout l'organisme qui est ainsi affaibli complètement. Le comble, c'est qu'au pic de la douleur, elle s'évanouit. Pendant tout ce temps, je l'avais déjà dit, elle doit s'abstenir de tout mouvement et de tout effort. Avouons-le, quand tout ceci arrive à votre fille adolescente, qui plus est, vous prenez clairement conscience que sa scolarité est en souffrance. Ainsi, vous êtes en permanence angoissé et versé dans des questionnements à longueur de journée. Comment endiguer ce mal? Comment surtout minimiser son retard scolaire? Quoi faire pour que cela n'ait pas de conséquences graves sur sa vie de jeune femme, voire sa vie de femme? Vous voyez un peu le stress qui jalonne la vie des parents dans le cas en question. Tous ces questionnements nous ont amenés à chercher les voies et moyens et surtout à découvrir que ce phénomène rare accable aussi d'autres femmes. Docteur Kolani, 2 témoignages qui relatent le quotidien de ces femmes. Des femmes qui vivent avec des douleurs, des femmes qui ont des troubles non seulement physiques, mais émotionnels. Nous voulons que vous nous dites comment accompagnez-vous ces femmes? La première chose qu'il faut retenir pour les femmes qui en souffrent, qui souffrent de l'endométriose, c'est qu'elles ont besoin d'écoute. Elles ont besoin d'écoute parce que jusqu'à présent, on ne les a pas pris au sérieux. On a dit, vous avez mal au mois de règles, c'est normal. Et c'est aussi ça le problème de l'endométriose. C'est que la manifestation, c'est à travers un signe banal. Un signe banal, la douleur. Et la douleur au mois de règles. Figurez-vous qu'il y a 200 ans que l'endométriose a été décrite. Et jusqu'à présent, on traîne à savoir comment on le diagnostique. Alors qu'il suffisait de se rendre compte que quand une femme a mal au mois de règles, c'est de dire que ce n'est pas normal. Ce qui est normal, on a dit, ce sont les règles. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir mal au mois de règles. Et quand cette fille a dit pour la première fois à quelqu'un, à sa maman, malheureusement, sa maman a dit, oh, douleur au mois de règles. Ça arrive. Ça arrive. Et on espère que ça finisse. Mais chez elle, malheureusement, ça n'a que fait que s'empirer. Ça s'est empiré au point qu'à l'école, elle ne peut pas suivre les cours. Donc, premier impact, c'est l'absentéisme. Ce qui fait que cette fille se résout, puisqu'elle ne réussit pas à l'école, à faire autre chose, plus court.
pour ne pas toujours être la dernière de la classe. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est compromise plutôt à un métier de bas niveau. Et quand elle finit par s'en sortir, c'est-à-dire avoir une profession, avoir un travail, au boulot, les repos maladie font qu'elle est également doigtée. Mais personne ne cherche à savoir pourquoi réellement ces règles sont si douloureuses. Et finalement, elle se culpabilise. Et si d'aventure, ces douleurs l'ont permis d'avoir des moments de répit, qu'elle entretienne des relations amoureuses et qu'elle finit par avoir un partenaire, celui-ci ne comprend pas pourquoi, à certains moments, elle a mal. Et handicap, on va dire, leur relation sexuelle. Donc, elle est prise en tenaille de partout. Elle a mal, personne ne comprend pas pourquoi elle a mal. On ne cherche pas à savoir pourquoi elle a mal. Finalement, on dit quoi? C'est dans la tête. Dès l'instant où on dit dans la tête, elle se dit, mais et si c'était vraiment dans la tête? Donc, l'impact, il est à la fois physique au départ, c'est une souffrance physique au départ, mais elle devient une souffrance morale. J'ai mal, j'ai peur d'avoir mal, j'ai encore plus mal. Et on a vu que l'épanouissement professionnel, ce n'est pas ça. L'épanouissement de la vie conjugale, ce n'est pas ça. Et il manque l'écoute. Écoutons les femmes. Écoutons nos patients. Écoutons-les et posons les questions justes parce que c'est de là que viendra le diagnostic. Même dans le cocon familial, il faut cette écoute aussi. Du moment où c'est banalisé, qu'on dit que les règles douloureuses, c'est plutôt du domaine du, on va dire, naturel, personne n'écoute. Mais docteur, on a l'impression que c'est cette fille qui ne veut pas travailler. Et c'est parce que tu ne veux pas travailler que tu dis que tu as mal. Donc le manque d'écoute, il n'est pas seulement familial. C'est ça le vrai problème de l'endométriose. Il est aussi médical. Les médecins ne savent pas reconnaître. Justement, plus le temps avance et que la maladie est méconnue, plus elle s'installe, on va finalement opérer ces patientes qui n'ont pas besoin d'être opérées. Et on les opère à des jeunes âges parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a vu un kyste. Et c'est là où je trouve donc le problème de l'endométriose, c'est le fait qu'on n'arrive pas à diagnostiquer tôt, permet à la maladie de s'installer et entraîner donc des complications. Ces complications sont difficiles à traiter et ça aggrave donc le deuxième symptôme qui est l'infertilité. Donc voilà une fille qui a souffert toute sa vie parce qu'on n'a pas reconnu la maladie. Parce qu'il faut reconnaître vite et bloquer la maladie. Parce qu'on ne l'a pas connue, on l'a laissé évoluer, finalement elle n'a pas d'enfant, elle s'est mariée. Vous avez la souffrance, c'est une kyrielle de conséquences comme ça à ne pas en finir. Alors, docteur Koulani, les complications, vous venez de le toucher, l'une des complications, c'est l'infertilité. C'est aussi un symptôme déjà, oui, parce que quand on a décrit comment ça survient, lorsque le bout de l'endomètre errant se retrouve par exemple sur une trompe et que ça fait que la trompe se gonfle, la trompe, on va dire, s'énerve et finalement se bouche, une femme ne peut pas tomber enceinte avec et quelles sont les autres complications en dehors de l'infertilité? Les autres complications, c'est chaque fois que, par exemple, l'endomètre s'est localisé sur un autre organe. Nous avons parlé tantôt des signes comme du sang au moment des règles, mais qui sont au niveau de la vessie ou au niveau donc, de l'anus. C'est donc les organes, le rectum, la vessie et tous les autres organes qui peuvent en souffrir. Et ça aboutit, j'ai cité les diarrhées, des femmes qui ont une diarrhée profuse au moment des règles. Ça aboutit. Cette diarrhée, c'est au moment des règles, ce oui. n'est pas en dehors des règles. Non, c'est ce qui permet justement de parler de l'endométriose, de dire que c'est l'endométriose. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que tous ces signes-là commencent, s'aggravent avec les règles et ont tendance à disparaître après les règles. Même les rapports sexuels, même les douleurs pendant les rapports sexuels, bien ça c'est permanent. Oui, surtout, ça devient permanent à un moment donné quand la maladie dure et que le fait que les organes sont devenus durs, fibrosés, on dit. Tenez, il y a même parfois que c'est d'autres organes qui commencent par exprimer l'endométriose avant qu'on se rende compte que c'était une endométriose. Par exemple, il y a des femmes
qui, parce que l'endomètre s'est localisé au niveau du poumon, vont faire ce qu'on appelle une pleurésie. C'est-à-dire que l'eau va, en fait, les règles vont se constituer autour du poumon. Et finalement, l'enveloppe qui entoure le poumon va réagir et il y a du liquide qui va se constituer là et entraîner des difficultés respiratoires. Et vous voyez, cette femme va aller voir quoi? Un pneumologue. Et lui, il va traiter il va traiter le poumon. Il va traiter le poumon comment? Il va peut-être lui donner des médicaments contre le cancer. Il va donner des médicaments contre la tuberculose. Sans se rendre compte que c'est l'endométriose qui en est la cause. C'est pour ça que chez les femmes, il faut avoir donc ce réflexe de poser la question, est-ce que vos règles sont douloureuses? Normalement, tous les médecins doivent poser cette question finalement. Tous les spécialistes. Nous sommes aussi issus d'une culture et nous sommes aussi issus d'une mémoire collective qui pense que la femme doit accoucher dans la douleur. Finalement, le diagnostic, on le sait aujourd'hui. Comment vous le posez? Le diagnostic, je voudrais vraiment qu'on se rende compte que c'est vrai que quand on dit endométriose, que c'est l'endomètre qui allait se fixer ailleurs, on avait toujours voulu qu'il fallait faire la preuve que c'est l'endomètre qui s'est fixé là. Ça veut dire quoi? On met une torche dans le ventre, on va, on prélève, et ensuite, on pose sur une lame, on analyse ce qu'on appelle l'anatomopathologie, et on dit, oui, c'est vrai, c'est l'endomètre qui s'est fixé là, c'est donc une endométriose. Et c'est ce qui a fait que pendant longtemps aussi, ceux qui n'avaient pas les moyens de faire donc, la cœlioscopie, on ne faisait pas le diagnostic, ça prenait du temps. On s'est rendu compte que ça a été un argument pour ne pas diagnostiquer l'endométriose. Aujourd'hui, je n'ose, ou je ne voudrais même pas qu'on cite les examens. C'est de dire qu'il y a une façon d'écouter cette patiente qui a mal au mois des règles, dont la douleur est cotée à un certain niveau, qui a d'autres signes qui l'accompagnent, qui est infertile, et de se rendre compte que cette femme-là, elle a l'endométriose. D'autant plus que le médicament que vous allez lui donner, c'est-à-dire, c'est simple à comprendre, une femme a mal parce qu'elle a les règles et parce qu'il y a l'endométriose, pour lui permettre donc d'en guérir, si ce n'est pas possible, au moins de diminuer la douleur, c'est de couper ses règles. Donnez-lui une pilule, simplement. Si, au bout d'un moment, 2 ou 3 mois, elle n'a plus de douleur, vous faites le diagnostic, cette femme elle avait l'endométriose. Que d'aller faire une opération qui n'est qu'une opération pour faire le diagnostic, parce que ce n'est pas pour guérir. Et cette patiente, si malheureusement, dans son développement, si elle a d'autres choses qui nécessitent opération, vous avez donc fait une opération pour diagnostiquer, après fait une opération pour traiter quelque chose, et ce n'est pas fini. L'endométriose risque toujours d'accompagner la vie de la femme. Donc, il faut plutôt opter pour un diagnostic en parlant. Et aujourd'hui, on a développé des questionnaires qui sont clairs. Tac, 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 vous cochez, vous avez coché un certain signe, c'est l'endométriose. Sinon, on fait des échographies. Et il faut que ce soit des échographies dans des mains expertes. Ce n'est pas l'échographie ordinaire. Il y a des signes à l'échographie qu'il faut maîtriser. C'est donc une échographie dans des mains de connaisseurs. Quand on fait cette échographie, c'est vrai que lorsqu'on a par exemple un kyste de l'endométriose, tout le monde finalement reconnaît le kyste de l'endométriose, c'est un kyste qui persiste. Et là aussi, il faut savoir, vous allez chaque fois à l'échographie, on vous dit que vous avez un kyste qui ne disparaît jamais. Chaque fois, vous êtes jeune, tout le temps, un kyste, il faut se demander si ce n'est pas l'endométriose. Mais ce n'est pas l'occasion de vous faire opérer rapidement, on l'a dit. Ça veut dire que le problème, la sensibilisation, ce n'est pas seulement au niveau de la population, c'est au sein du corps médical aussi. Il est d'abord médical, quand on même dit médical, il est d'abord gynécologique. Il faut que, vous savez, c'est une maladie ignorée. Je me souviens, quand moi j'étais en médecine, on l'a cité comme cause de douleur chez la femme. Quand j'ai fait ma spécialisation en gynécologie, on l'a cité aussi pour certaines raisons. Mais je n'ai jamais vu une femme à qui je pouvais rapporter cette maladie. Il a fallu que je travaille à la clinique Biassa, où on fait l'endoscopie, on fait la cystoscopie, qu'un jour, je vois le visage de l'endométriose et que je rapporte tout ce que j'avais appris à l'endométriose. Donc, il reste à faire. Il reste à faire dans l'enseignement. Il faut enseigner la maladie,
C'est pour ça que je dis qu'il faut insister sur la façon de reconnaître, il faut enseigner la maladie et surtout amener à réagir très vite parce que c'est en attendant que la maladie s'aggrave et gâte tout dans le ventre. On comprend que l'endométriose vient avec les règles, mais est-ce qu'elle disparaît après la ménopause? Elle va disparaître comment? Non, quand c'est une endométriose légère qui avait laissé que de petits îlots ou des petits implants de l'endomètre, étant donné que c'est une maladie qui dépend des hormones, on a dit hormonodépendante. L'endomètre pousse avec les hormones. La privation ou l'absence des hormones liées à la ménopause va aller vers la fin de la maladie et peut effectivement disparaître en termes de lésions florides, en termes de lésions fraîches. Mais ce qu'il faut savoir, les séquelles liées au fait qu'il y a la fibrose, l'engainement des organes, le fait que les nerfs sont emprisonnés, fait que des douleurs peuvent persister. Même après la ménopause. Même après la ménopause, même après par exemple des interventions chirurgicales. C'est pour ça que franchement avec l'endométriose, c'est une discipline finalement. Aujourd'hui on crée des plateaux où le médecin gynécologue il est là, celui-là qui sait tracer les hormones c'est là, celui-là qui sait regarder à l'échographie il est là, celui qui sait faire l'IRM il est à côté et puis celui-là qui s'occupe du mental aussi est là. C'est une maladie qui appelle l'intervention de plusieurs médecins. Merci beaucoup. Docteur, fidèles téléspectateurs, ce soir, nous avons fait venir sur ce plateau une dame et c'est juste après ce jingle. L'endométriose et nous est une association créée par les femmes souffrantes de cette affection avec l'appui de certains spécialistes pour soulager les douleurs de ces femmes et leur redonner sourire et goût à la vie. Que fait-elle pour venir au bout des peines de ses membres? Nous en parlons avec Madame Nadège Adigou, qui est la présidente de la dite association. Madame Nadège, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Santé d'abord. Merci, bonsoir. Nous allons bien et vous? Oui, ça va. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé. Et vous allez partager votre expérience avec nous, non seulement avec cette affection, mais en tant que présidente de l'association L'endométriose et nous, qui fait du bien aux femmes souffrantes de l'endométriose, n'est-ce pas? Évidemment. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création de la dite association? On s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'oreille attentive pour nous écouter, qu'on n'avait pas de soutien face à tout ce qu'on a comme impact de l'endométriose sur nos vies. Et c'est là qu'on a décidé de créer cette association. C'est parti de la rencontre de deux femmes souffrant de l'endométriose. À partir de là, avec le docteur Colani et le docteur Ega, on a créé l'association Endométriose et nous, pour qu'on puisse être soutenu, pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse informer et surtout faire comprendre que c'est une maladie, que ce n'est pas dans la tête et tout ça. Comment avez-vous su que vous souffrez de l'endométriose? J'avais 11 ans et je n'ai su que je souffrais de l'endométriose qu'à 30 ans. Donc j'ai perdu 19 ans à vivre avec la douleur sans savoir que j'étais malade. Parce que partout où tu allais, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, mais avoir mal au point de s'évanouir sur la route en marchant, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir manger, avoir mal au point où tu ne peux pas sortir, aller à l'école, aller à l'université, aller travailler. C'est pas évident. C'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi. Et de 4-5 jours de douleur, je suis passée à banalement 3 semaines dans un mois où je ne pouvais pas sortir de chez moi parce qu'en plus des douleurs dans le bas du dos, les douleurs au bas-ventre, moi je faisais également la diarrhée. Et j'avais le ventre qui se gonflait. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire. C'est ça qui a fait que j'ai dû me poser encore plus de questions. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui est pédiatre qui m'a demandé fortuitement un jour de retourner voir mon gynéco. J'en ai changé beaucoup, donc c'était le gynéco qui me suivait à l'époque. Et je suis allée le voir, de lui demander si je n'avais pas l'endométriose par hasard. Et c'est comme ça que je suis retournée voir le gynéco. Et il a pris le temps, il a refait les échos, il a passé plus d'1 heure. Et c'est là, il dit, tiens, j'aurais dû y penser. C'est comme ça que j'ai eu le premier diagnostic.
Donc je suis allée voir un second gynécologue qui a confirmé, mais qui a dit qu'il ne pouvait pas traiter. Il m'a renvoyé vers un spécialiste. On a dû mettre une hormonothérapie en place pour bloquer les règles. Donc j'étais en ménopause artificielle pendant un certain temps. Après la ménopause artificielle, puisqu'il m'avait déjà prévenu qu'il fallait que j'aie le plus tôt possible un enfant après l'opération. Donc on a dû relancer le cycle quelques années après. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir un enfant. C'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais bon, j'ai eu mon bébé. Comment votre association accompagne les autres femmes qui souffrent de cette affection comme vous? Avant de parler des autres femmes, on s'occupe également des jeunes filles à venir. Parce que nous aussi, on a été jeunes filles. Si on avait su plus tôt que c'était une maladie, elle ne serait pas avancée jusqu'à ce point, on n'aurait pas dû subir des opérations et tout ça. Donc, on essaie de sensibiliser, d'informer les parents, les filles, pour qu'elles sachent que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Ce n'est pas normal d'avoir mal au point de s'évanouir, d'avoir mal au point de rater l'école, de rater l'apprentissage, ce n'est pas normal. Et ensuite, après toutes ces séances de sensibilisation, entre les membres, nous avons des séances où nous nous informons sur l'avancée des nouvelles possibilités de traitement, des astuces par rapport à l'alimentation, parce que quand vous souffrez de l'endométriose, vous allez devoir changer beaucoup de choses dans votre vie. Et nous sommes également des soutiens, parce que c'est une maladie qui demande à ce que vous ayez quand même un carré de soutien solide. Sinon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident, étant donné la charge mentale que l'endométriose impose à toutes celles-là qui en souffrent. Et il faut également dire que dans l'association, il n'y a pas que les femmes qui souffrent de l'endométriose. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des sœurs de personnes qui souffrent de l'endométriose. Et il y a également, comme le docteur Kolani, des spécialistes de la santé. D'abord, avec cette maladie, vous avez souffert d'une longue période d'errance de diagnostic. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au-delà de tout ce que nous venons de dire? Dans notre société africaine, nous ne parlons pas des menstruations. Et l'endométriose est intimement liée aux menstruations. Donc il y a déjà une première barrière qui se pose. Dès que vous parlez de tout ce qui touche à l'intimité de la femme, on vous regarde de haut. Et ce n'est pas évident. Il y a certains parents qui n'acceptent pas. Par exemple, il y a des membres à qui on a dû demander d'arrêter de dire qu'elles souffrent de la maladie. Excusez-moi pour ce que je vais dire, c'est aberrant. C'est au niveau de la famille, c'est dans la société. Et dans la société également, parce que quand quelqu'un dit qu'elle est malade de l'endométriose, automatiquement on se met à dire, mais attends, pourquoi est-ce qu'elle en parle? Pourquoi est-ce qu'elle parle de ce qui devrait être caché? Mais c'est parce qu'on a caché pendant longtemps, qu'on ne sait pas qu'il y a une maladie qui existe, et malheureusement beaucoup en priment. Combien parmi nous ont perdu leur emploi? Combien parmi nous ont perdu leur mari, leur mariage? Combien parmi nous ont perdu leur vie? Il y en a beaucoup qui aujourd'hui font le deuil de la maternité parce qu'elles ne pourront jamais être maman à cause de l'endométriose. Il y en a à qui on a dû enlever l'utérus. Mais s'il n'y avait pas eu ce premier tabou, cette première stigmatisation-là, elles auraient pu changer la donne et aujourd'hui être dans un foyer, être maman et heureuse. Et c'est pour ça que nous nous battons, pour qu'il y ait un avenir pour toutes les autres jeunes filles à venir. C'est le plus grand des problèmes que nous avons, pouvoir en parler. Mais si vous qui êtes proche de nous, on ne peut pas vous en parler, à qui est-ce qu'on va parler? C'est pas possible. Il faudrait qu'on arrive à changer de mentalité. Il faudrait qu'on en arrive à ce qu'on, même dans la maison, qu'on puisse parler librement. Et quand tu as mal, que tu puisses dire que j'ai mal sans être jugé, sans qu'on ne te mette une étiquette de fille trop douillette, de fille trop fragile. C'est toujours toi qui as mal, c'est toujours toi. En fait, c'est ça les premières difficultés qu'on rencontre. La vie associative n'est pas facile quand on a une activité, que tu as des douleurs, que tu ne peux pas. Un exemple tout simple, je devais venir ici pour l'émission. Depuis hier, j'avais des douleurs, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dû augmenter pour pouvoir venir.
Mais il y a encore 30 minutes de cela, je n'étais pas sûre de pouvoir vraiment participer à l'émission. Donc, tu ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. C'est aussi l'une des plus grandes difficultés quand vous avez l'endométriose. Vous vivez au rythme de ce que votre corps décide. Vous n'avez pas fait de programmation à long terme, non. Vous ne savez pas ce que ça peut être d'un instant à l'autre, ce qui fait que vous n'avez pas vraiment de vie sociale. L'endométriose, une affection qui décide de votre quotidien, si on peut le dire ainsi. Évidemment. Et quels sont les défis ou vos perspectives en tant que présidente de cette association? Le plus grand de nos objectifs, c'est d'arriver à ce que tout le monde sache qu'il y a une maladie qui s'appelle l'endométriose. Que tout le monde arrive à intégrer dans sa mentalité qu'avoir mal pendant les règles, ce n'est pas normal. Les règles, c'est normal. Mais la douleur, ce n'est pas normal parce que c'est le premier des symptômes qui s'installe. Le seul moyen pour arriver à changer la donne, c'est de changer notre mentalité. Et au-delà de changer la mentalité, qu'on puisse avoir cette possibilité-là de se faire soigner comme les autres. Parce que moi, par exemple, j'ai essayé de m'inscrire pour des assurances santé. Les assurances ne prennent pas des femmes qui ont l'endométriose parce que c'est une maladie chronique. Mais ce n'est pas possible. Le traitement de l'endométriose est coûteux. Si on doit te faire opérer, si tu dois te faire injecter des médicaments qui coûtent 100 000 et quelques, et que tu n'as pas droit à l'assurance, ce n'est pas possible. C'est un coup de cœur alors? Oui, c'est vraiment, c'est non seulement un coup de cœur, mais c'est un coup de gueule également. Parce que ça fait tellement mal que déjà la maladie te fait sentir anormal. Et la société te montre encore plus que tu n'es pas normal. Les autres ont droit à cette assurance-là, mais toi, non. Vous voyez un tout petit peu. Donc, on voudrait que ça change. On voudrait que plus de médecins, plus de gynécologues sachent ce que c'est que l'endométriose. Nous espérons que l'assurance maladie universelle prendra en compte. Nous l'espérons. Nous l'espérons. Nous l'espérons. C'est vraiment une prière, prendra en compte toutes vos doléances, tout ce dont vous avez besoin. Vous avez parlé du mental qu'il faut changer. Quel est l'impact de cette maladie sur la santé mentale de ces femmes que vous êtes et de votre entourage? Avant qu'on ne vous diagnostique l'endométriose, vous êtes considéré comme un moins que rien. Un moins que rien. Oui. Est-ce que vous imaginez une fille qui a des douleurs tout le temps, qui pendant 7 jours va manquer l'école, qui ne peut pas se lever pour faire les tâches ménagères? Elle va se lever, faire 3 pas et se plier en 4. C'est pas facile. C'est quelque chose qui est tellement douloureux qui parfois amène des gens à se demander à quoi ça sert de vivre. Il faut voir également ce côté-là où on a honte de soi. Toutes les femmes ont les menstrues, mais pourquoi moi? Et déjà vivre avec la honte, vivre avec la peur d'avoir les menstrues, vivre avec la peur d'avoir mal. Dans votre association, ceux qu'on a vu travailler avec vous, ou du moins quand on préparait cette émission, dans les recherches, ce sont les gynécologues. Est-ce qu'il y a aussi des psychologues qui sont membres de cette association? Évidemment, on a besoin d'un accompagnement psychologique. Pour le moment, on n'a pas encore de psychologue dédié uniquement à l'association. Donc vous faites appel à des psychologues? Oui, nous faisons appel à des psychologues. Et il y a également les docteurs Kolani et Ega qui parfois jouent le rôle de psychologue. Quel est le dernier message que vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ce soir? Les règles, c'est normal. Mais la douleur, elle n'est pas normale. Ça, c'est ce que je voudrais que tout le monde puisse garder. Et que tout le monde puisse être vecteur de cette information-là. À partir du moment où, pendant les règles, une jeune fille, une jeune dame a mal, il faut qu'on se dise que ce n'est pas normal. Et là, on aura fait un grand pas. On aura gagné une grande chose sur l'endométriose. Mais en dehors de ça, j'aurais quand même aimé lancer un tout petit mot à nos décideurs. On aurait bien voulu que dans tout ce qu'ils font, qu'ils se souviennent, qu'ils mettent en place une stratégie nationale pour l'endométriose, pour qu'elle soit reconnue comme maladie chronique,
maladie, une affection de longue durée, et comme ça qu'on puisse peut-être donner des congés à ces femmes-là. Il y a d'autres pays qui le font déjà, mais on voudrait quand même qu'ici au Togo, qu'on puisse dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes les pionniers, qu'on a pu changer quelque chose en faveur de ces femmes-là qui souffrent de l'endométriose. Je voudrais que chacune d'entre nous se rappelle qu'on n'est pas seul. Il y aura toujours une oreille pour écouter et consoler. À chaque fois qu'elles ont un souci, elles peuvent quand même se rapprocher de l'association. Mi les de kukuna mi be nya do edisi be ne tugbeje viola sida yin be gapopo mo le sevevea mi enunweyo ela be dolele dele oyona ba endométriose le dolele won be toto ejia e be veve sisi la no asida yin be gapopo me vani dolele ava le sinde dia gade pepe game le tugbeje via ba gbemea ela timba no seveve veve sisi won ola kola pa vovovo di ela no seveve ne jada sianya ela no seveve ne jada didoa eten seveve ne jaya fodi chanfa ne ekudo eswan ojagogo nono alo ekobe kono ojagogo nono ela gbatin seveve le gapopo wanchan ela no seveve le edime veve sisi wala tin kaka ya formenefa veve sisi wani veve sisi de ke ela tenabe tubejivia alo nyon biala idime ela te non zon la no ya file bela idi mefa yanto mi akponu ke dolele wan le woda ela te nglenu le vidi donti la na be nene ba mea matimba divi le somo ela te nglenu ne na yi la dokavio bo ela te nglenu la dokavio nti ne yi ajofito be funu ya dolele wan pone la fisu gbo la te npole honhome nsogbe be nene be susua ne gba no mi asibe adasi anyi ku veve sese esobo mi do la tone ne be susua do dolele ya nti akpena mi do lo na ndaja na dano gane dede yodo to dale yode kudong na koyo ya go sese endométriose kudongo le padolo ngo no uzase halo enao fenoyo eno uzase elo awe eno uzase erong eno uzase ehohom eno uzase ena balu bede chaoda eno uzase kudongo le bugba halo koyom na anu ayo dano ganele eyamba romo ayo babukulu sura esazeze ye bele ede fenola budalo ato dalane edong uzase bede tam findu dom na boezeze bakulu sisane bone bede bele no ya bone bede belamba fera jolo bana sise uzase zebano yo weride yawe weride ye bvedide yo bochon bojolo ken sise kudongo bodo chon bojolo obuzo bula hali halo ebuzone elole ama fera we pasumbu yo bo bu yo rum poro pokpo belamba ne bochon bojolo chamiyo bede wizuo rire bede chawo rire bede wala to dawo rire ne balu libia baba ro bede kelenga de chawole panele ligno et la balai. Voilà, fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève ce rendez-vous de la santé. L'endométriose, une maladie qui invalide les femmes, mais qui n'est pas curable. Il faut connaître la maladie et savoir que la douleur n'est pas toujours normale. Donc, dès qu'on sent les douleurs, même en dehors des règles, il est important d'aller voir un personnel soignant qualifié pour prendre en charge cette maladie et vivre normalement. Et c'est sûr, ces derniers mots que nous clôturons Santé d'abord de ce soir, ce sera avec un grand plaisir que nous vous retrouverons mardi prochain pour d'autres questions santé. D'ici là, bonne santé à vous, au revoir et à très bientôt.